今天看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，转个当朝父。 Les derniers siècles de l'Empire romain se sont caractérisés par la rédaction de certains ouvrages encyclopédiques. Les ouvrages latins qui, avec diverses traductions médicales grecques et byzantines, forment la base de la médecine due au Moyen-Âge. Durant cette période du 5e et 9e siècle, la connaissance et la pratique de cette médecine sont essentiellement réservées aux moines. Les moines se consacrent, surtout depuis la Renaissance carolingienne, à la réalisation de nombreux manuscrits médicaux. Parmi les plus célèbres, on compte l'Ortulus de Walfrid Strabon ou encore le Massé Floridus d'Hildegarde de Bingen. Dans les monastères, un espace était prévu pour l'infirmerie réservée aux moines souffrants ou trop faibles, et pour le jardin des plantes médicinales comme par exemple le plan de Saint-Gall ou encore le jardin médicinal de l'abbaye d'Aoula en France. Parmi les obligations ecclésiastiques se trouvait celle de porter secours aux plus faibles. Ceci inclut toute personne en situation de précarité, aussi bien les malades que les pauvres ou les pèlerins de passage. Pour les accueillir, on met en place les premiers hôpitaux près des évêchés et des monastères. Ces institutions sont dédiées à l'assistance plutôt qu'aux soins. Bien sûr, on accordait plus d'importance au salut de l'âme qu'à celui du corps. Peu à peu, à la fin du Moyen-Âge, dans un contexte d'urbanisation, c'est là que les hôpitaux vont commencer à se médicaliser en faisant appel à des pros de la santé. L'hôpital reste néanmoins réservé aux pauvres, tandis que les riches reçoivent leurs soins à domicile. Dès la fin du Moyen-Âge, le quart de l'enseignement médical se structure. Active dès le Xe et le XIe siècle, l'école médicale de Salerne bénéficie de l'apport des premières traductions latines d'ouvrages médicaux arabes, eux-mêmes héritiers de la pensée grecque antique. Vers le XIIIe siècle, les écoles de médecine dans divers pays d'Europe se structurent en universités. La médecine connaît un développement important et l'enseignement se fonde principalement sur les sources antiques et arabes telles que Hippocrate, Galien, Avicenne en particulier. Ils ont tous un point commun, la fameuse doctrine des 4 humeurs. Pourtant, à côté de cette médecine savante perdure le recours à des pratiques religieuses ou magiques. La maladie pouvait apparaître comme une punition divine envers un individu ou un groupe. Certains saints deviennent associés à la guérison de maladies particulières, ainsi saint Antoine à l'ergotisme, ou saint Roch à la peste. Les rois de France, sacrés à l'occasion de leur couronnement et censés être investis de pouvoirs particuliers, se livrèrent régulièrement, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, au toucher des écrouelles, qui devaient guérir les malades de cette forme de tuberculose. L'exemple parfait est celui de Louis XIV, qui avait touché plus de 200 000 personnes. En 1348, tous demeurent impuissants face à l'épidémie de peste qui survient en Occident. Arrivée d'Orient par les voies commerciales, elle est diffusée sous 2 formes, bubonique et pulmonaire, elle ravage le tiers de la population européenne. Ne pouvant identifier la source, les contemporains attribuent sa diffusion à la corruption de l'air, conformément au modèle antique. Pour se protéger, il fallait fuir ou tenter de purifier l'air par de bonnes odeurs, d'où le port des masques par les médecins, dans lequel étaient placés des aromates. Devant l'inefficacité de toutes ces mesures, on prit les premières mesures d'hygiène publique, en imposant occasionnellement la quarantaine, on évoquait indirectement la possibilité de contagion interpersonnelle. La chirurgie apparaît vers le XIe siècle en Italie, au XIIIe et XIVe siècle dans les pays septentrionaux. Henri de Mondeville préconise le nettoyage des plaies avec du vin avant la pose d'un pansement sec, en s'opposant à la suppuration des plaies, préconisée par les anciens pour éliminer les humeurs. Néanmoins, les chirurgiens incitent sur l'importance d'une bonne connaissance de l'anatomie. Ils se basent sur les ouvrages de Galien, d'Aristote et des auteurs arabes. Le développement de la chirurgie pose ses yeux sur une nouvelle curiosité portée au corps humain, la pragmatique de la dissection humaine. Celle-ci n'était pas interdite par l'Église comme on le pense souvent. Elle est attestée dès la fin du XIIIe siècle en Italie dans un cas légal. Elle était plus utilisée pour visualiser les observations trouvées dans les textes anciens, que pour faire de nouvelles contestations. En général, le maître lit et commente les œuvres de référence, tandis que les assistants se chargent de la dissection. Par conséquent, il faut noter que la dissection était une pratique dangereuse pour ceux qui la réalisent, et que la piqûre anatomique fit plusieurs victimes jusqu'au XIXe siècle.